Alors on va commencer par ce qui fait l'actualité encore ce week-end. Ça fait 1 an que ça fait l'actualité, c'est cette crise sanitaire. Et pour reprendre le titre de la une de JDD d'aujourd'hui, la France a-t-elle vraiment tout faux dans cette séquence ? Bon, il faut pas être caricatural, tout, certainement pas, mais ce qui est certain, c'est que on a bien du mal à comprendre quelle est la stratégie posée par le gouvernement. Et quand je vous dis cela, je ne le dis pas par opportunisme une fois que le gouvernement a déjà raté la marche. Je le dis parce que ça Il a raté la marche ? Il a raté la marche, oui, effectivement. Mais ça fait des mois et des mois. Entendez-moi bien, depuis le mois d'octobre. Octobre, nous sommes en janvier. Depuis le mois d'octobre, le groupe socialiste, moi-même, nous avons systématiquement interrogé le gouvernement en lui demandant de nous expliquer comment il allait faire le jour où le vaccin serait arrivé. Parce que nous avions observé, tout simplement, ce que faisaient nos voisins. Et nos voisins, les Espagnols, ça fait depuis l'été dernier qu'ils ont déjà pris la tâche des collectivités locales pour voir comment ils déploieraient avec elles l'ensemble des moyens vaccinaux. Les Allemands avaient acheté des containers, des frigidaires, bref, mis en place la logistique qui permet de déployer le moment venu la stratégie vaccinale, ce qui n'est pas le cas en France. En France, Olivier Véran dit, il considère qu'il n'a pas à rougir des résultats. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et puis, il nous annonce des centaines de centres de vaccination qui vont être mis en place d'ici 2-3 semaines. Il a raison, Véran, il n'a pas à rougir de ce qu'il a fait ? Non mais, il devrait au contraire rougir de ce qu'il a fait. Parce que si aujourd'hui le gouvernement réagit, c'est parce qu'il y a eu une réaction très forte de l'opinion publique, des soignants, des épidémiologistes, de toutes celles et ceux qui ont une parole sur ce sujet-là, des oppositions. Autrement, on en serait où ? C'était une humiliation. Cette carte du monde où on avait en fait des centaines de milliers de gens vaccinés partout, et puis en France, Morissette. Mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le déploiement commence. 80 000 personnes vaccinées. C'est encore très faible. Enfin, ils sont à 2 millions chez nos voisins britanniques. Non mais, il faut quand même se dire qu'au pays de Pasteur, il n'était pas imaginable de démarrer aussi lentement. Ça correspond à quoi ? Et quand Olivier Véran nous dit, à la fin du mois, il y aura 1 million et demi de personnes vaccinées. Mais je le souhaite, et je souhaite même qu'on aille encore plus vite. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, alors que le variant britannique, le variant sud-africain débarque dans l'Hexagone, eh bien, la seule façon de prendre de vitesse le virus, c'est encore de vacciner et de vacciner massivement. Parmi les décisions qui ont été prises par le gouvernement, il y a l'extension du couvre-feu à 8 départements ce soir, et le Premier ministre n'a pas exclu, Olivier Véran non plus ce matin sur Europe 1, d'imposer un 3e confinement, en tout cas des mesures plus dures, en raison de la prolifération du variant britannique du virus, si cela devait être confirmé la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en dites ? D'abord le couvre-feu, sur le couvre-feu étendu à 8 départements. Je suis très interrogatif. Oui. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Quand on voit, si vous prenez les transports en commun, Frédéric Aziza, il suffit de voir que quand on a le couvre-feu à 20h, eh bien, c'est à 19h30, entre 19h30 et 20h, que tout le monde se presse dans le métro et le RER. Et donc, on a, au contraire, une espèce d'afflux massif de gens qui se massent et qui se transmettent potentiellement le virus. Donc, couvre-feu, c'est pas terrible. Le couvre-feu me semble être une mesure qui se veut pédagogique et qui se veut comme un rappel, mais en réalité, je doute de son efficacité. Un couvre-feu ensuite, si la situation devait s'aggraver la semaine prochaine, on aura les chiffres en milieu de semaine. Est-ce que vous conseillez au gouvernement de mettre en place un 3e confinement ? Je ne sais pas encore ce que seront ces chiffres. J'espère qu'ils seront moins alarmant que ce qu'on on voit en Grande-Bretagne, donc le virus avec ce variant britannique du virus, que le coronavirus explose, que les chiffres explosent. Oui, je vois bien que c'est exponentiel. Et donc, on ne peut rien exclure. Mais je souhaite notamment que pour les scolaires, pour nos collégiens, nos lycéens, nos étudiants, eh bien, ce soit en dernière extrémité que l'on soit amené à les reconfiner. Je préférerais que les protocoles sanitaires soient plus lourds, que du collège jusqu'à l'université, on fasse en sorte que les groupes soient plus restreints, qu'il y ait la possibilité de maintenir les gestes barrières. Mais c'est vrai que je vois aussi les dommages immense sur notre jeunesse et la difficulté qu'il y a. Je vois ces étudiants qui sont totalement isolés, je vois ces jeunes qui ont besoin de sociabiliser, qui ont besoin de ne pas perdre le contact avec l'institution scolaire, qui ont besoin de continuer à travailler, et donc je ne souhaite pas que cette génération soit une génération sacrifiée. Dans la mesure où ce variant britannique touche a priori
plus les jeunes et les enfants que le précédent, que le virus initial. Certains se disent, il faut peut-être prolonger les vacances de février. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une solution possible. Vous y êtes favorable ou pas? Prolonger d'une semaine les vacances de février. C'est une solution, mais est-ce qu'elle suffirait? Je n'en suis pas certain non plus. Et le problème, c'est que nous sommes amenés à vivre pendant de longs mois encore avec ce virus et que nous ne pouvons pas tout fermer. Nous ne pouvons pas mettre indéfiniment les Françaises et les Français dans une situation où ils ne rencontrent plus personne, où leur vie se résume à métro, boulot, dodo. Il y a besoin aussi de moments de sociabilité, de convivialité. Il y a besoin aussi pour, j'allais dire la santé mentale, mais tout simplement pour la psychologie de chacun, que nous puissions continuer à nous retrouver. Et c'est aussi un élément qui permet à un peuple de dépasser une épreuve comme celle-ci. Dépasser une épreuve comme celle-ci, dépasser la défiance ambiante aussi. Hein, on voit que les Français sont assez défiants, notamment par rapport au vaccin. Ils le sont assez logiquement au départ, mais vous noterez qu'ils le sont de moins en moins. Et que plutôt que de s'attacher à ceux qui sont hostiles au vaccin, il faut s'attacher d'abord à ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire les vacciner d'abord? Les 40% ou 45%? Puisque c'est sur la base du volontariat, commencer par ceux qui sont volontaires, et ils sont très nombreux, puisque on dit que c'est 40%. La stratégie vaccinale, c'est d'abord protéger les plus anciens, parce que c'est ceux qui sont le plus en difficulté, qui risquent le plus de mourir de ce virus. Évidemment, donc je ne remets pas en cause le fait qu'on commence par les EHPAD, qu'on continue par les soignants, et puis après, les personnes âgées, puis celles et ceux qui ont des comorbidités. Donc ça, évidemment, c'est une évidence que c'est l'ordre pendant lequel il faut passer, mais à chaque fois que ces catégories-là sont passées, il faut aller vers ceux qui ont envie de se faire vacciner. Parce que c'est comme ça qu'on créera, en fait, l'élan, la dynamique. Et vous voyez bien que depuis quelques jours, ce ne sont plus une minorité de Français qui veulent être vaccinés, mais une majorité. Ce qui veut dire quoi? Je crois qu'on en est à peu près à 55-56%. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand le mouvement s'amorce, quand les gens se rendent compte que quand on se fait vacciner, on ne meurt pas du vaccin, mais qu'on peut mourir du Covid, eh bien, c'est la raison qui l'emporte. Et c'est comme ça qu'on entraîne un pays. Le modèle social français, maintenant, Olivier Faure, est-ce que ça n'a pas été un bouclier qui a amorti la crise? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et là, vous dites bravo au gouvernement d'avoir mis en place des mesures qui ont permis aux Français de continuer à vivre et éventuellement à travailler malgré ce virus. Je dis qu'il était heureux que le gouvernement abandonne pendant ces quelques mois la stratégie qu'il avait posée jusqu'ici et qu'il ait mis en stand-by les grandes mesures auxquelles il nous préparait. Les grandes mesures, c'est-à-dire vous parlez des réformes. Je pense par exemple à la réforme de l'assurance chômage. Oui. Vous vous rendez compte que ça aurait été, selon les mots de Laurent Berger à l'époque, une tuerie. Et ce n'est jamais bon signe qu'un gouvernement soit obligé d'arrêter une réforme parce qu'il en craint les conséquences sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait lui-même quels seraient en fait les résultats, les conséquences de la politique qu'on entendait mener. En tout cas en cas de crise. Mais pas seulement en cas de crise. Enfin, quand on ne peut pas manger, en cas de crise ou hors crise, c'est impossible. Et donc, il n'y a pas de possibilité, pour moi, de remettre en place cette réforme de l'assurance chômage. Quand je vois qu'aujourd'hui, on a Bruno Le Maire, qui nous explique ingénument qu'il faudrait revenir à la réforme des retraites. Pourquoi faire? Alors, vous dites une réforme des retraites. C'est bien l'un des seuls gouvernements à dire ça, hein. Ça n'est pas le seul à le dire. Ils sont nombreux à dire que ce serait soit dans ce quinquennat, soit dans le suivant. Voilà, c'est plutôt. Il faudrait cette réforme. C'est plutôt la plupart des proches d'Emmanuel Macron disent c'est plutôt si Emmanuel Macron est élu pour le prochain quinquennat. Oui, ça ne me rassure pas davantage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Bruno Le Maire? Écoutons-le jusqu'au bout. Il ne nous dit pas, je veux une réforme pour que les Français partent plus tôt, qu'ils soient mieux accompagnés, qu'ils aient une pension plus élevée. Non, il nous dit, en fait, il faut faire la réforme des retraites, réforme structurelle, pour pouvoir financer le remboursement de la dette. Mais là, on se dit, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Par contre, on ne touche pas à la fiscalité des plus riches. Alors, par exemple, que les GAFAM, que la grande distribution, que les laboratoires pharmaceutiques se soient enrichis fortement pendant la crise, ça ne le touche pas. Vous dites qu'il faudrait un impôt Covid? Il faudra toucher les plus riches. Il faudra que après quand la crise du Covid sera passée, il faudra bien se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de la dette Covid. La dette Covid, elle peut être notamment effectivement en partie financée par ceux que je viens de citer. C'est-à-dire les profiteurs de crise, tous ceux qui ont profité, je dis pas qu'ils ont profité sciemment, mais qui en ont indirectement profité.
Et il faudra que la solidarité s'exprime. On ne peut pas considérer que ce sont toujours ceux qui sont en bas de l'échelle qui doivent payer pour tous les autres. Et puis au plan européen, la dette européenne qui est en train d'être contractée avec le plan de relance européen, eh bien je souhaite que la question se pose soit de son annulation, soit tout simplement de faire en sorte qu'il y ait une taxe sur les transactions financières, ce qui me paraît être la bonne mesure portée depuis longtemps par la gauche européenne, qui permette de financer non seulement ces remboursements, mais aussi la transition écologique. Parce que si ce n'était pas le cas, vous vous rendez compte que tout l'argent qui nous sera prêté dans le cadre du plan de relance européen, eh bien, nous aurons à le rembourser quasiment au double sur 30 ans. Donc, moi, je ne veux pas que ce soit les Français qui payent. Et quand des ministres vous disent cette dette, elle sera remboursée par la croissance, vous y croyez ou pas? Non, mais on peut toujours rêver. La croissance, oui. On peut toujours rêver. C'est toujours possible de dire. Enfin, ça c'est l'argument de ceux qui ne veulent rien dire et qui veulent préserver, au contraire, le tableau fiscal tel qu'ils l'ont posé. Mais moi, je vous dis que ça ne suffira pas. Par ailleurs, nous allons avoir un autre problème à gérer dans cette période, qui est bien la question de la transition écologique et qui n'est pas sans lien avec la crise sanitaire. Alors, on va en parler justement de la question. Avant de parler de la question de la crise écologique, un commentaire sur ce que dit Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'exprime dans le JDD aujourd'hui. Il dit peu de choses auront été faites en 5 ans. Il a raison ou pas? Peu de choses ont été faites depuis le début du quinquennat et encore moins seront faites d'ici la fin? Il a raison de dire que pour un homme de droite comme lui, ça n'a pas été assez loin et assez vite. Mais donc c'est une politique de gauche qui a été menée? Non, pour un homme de gauche, trop de choses ont déjà été faites. Je parlais à l'instant de la fiscalité. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a été une grande mesure. La flat tax, la fin de l'ISF, c'était tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Quand la loi asile-immigration est venue restreindre le droit des réfugiés, quand l'Aquarius n'a pas pu accoster, je ne m'en félicite évidemment pas. Quand je vois ce qui s'est fait en termes de restriction des libertés dans notre pays, est-ce que vous croyez que j'applaudis? Pas davantage. Donc, vous pensez à quoi précisément? Je pense à ce que le gouvernement cherche à faire aujourd'hui avec la loi de sécurité globale. Par exemple, je pense à cette aide d'urgence sanitaire qu'on prolonge indéfiniment et qui transforme le Parlement. On vous propose de la prolonger. Et qui transforme le Parlement en chambre d'écoute. Mais oui, enfin, vous vous rendez compte que les mesures d'urgence qui sont censées être des mesures d'exception sont devenues la règle permanente, que nous légiférons plus au Parlement. On transfère nos pouvoirs au gouvernement par voie d'ordonnance. Et donc, ça n'est plus possible. On a aujourd'hui non seulement confiné les Français, mais on a aussi confiné la démocratie. Ça n'est pas sain. On a confiné la démocratie. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est un président autoritaire, voire pire? C'est un libéral autoritaire. Libéral autoritaire. Comment vous définissez libéral autoritaire? Eh bien, aujourd'hui, vous avez un président qui, dans le secret du Conseil de défense, pose une stratégie vaccinale dont personne ne connaît les causes et dont tout le monde perçoit bien sûr, par contre, les conséquences. Et donc, moi, j'aimerais que ce débat fasse l'objet d'un débat démocratique, qu'on ait enfin la possibilité de comprendre quelles sont les possibilités d'avancer. Et je le dis, je ne le dis pas aujourd'hui seulement, je l'ai dit, j'ai écrit au président de la République le 12 novembre, le 11 novembre même, le 11 novembre, je lui ai dit ce qui me semblait être nécessaire de faire pour la stratégie vaccinale. Je n'ai jamais eu de réponse. Et comment voulez-vous... La réponse, vous l'avez dans les faits. J'ai une non-réponse dans les faits, effectivement. Tout ce que je demandais n'a pas été fait. Ça, vous avez raison de le dire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans un grand pays démocratique, normalement, on répond à un chef de parti, on essaye, surtout quand sur des sujets comme cela, je ne suis pas dans la polémique, je suis dans l'exigence, je cherche à comprendre comment nous pouvons avancer, et j'ai toujours dit depuis le premier jour de la crise sanitaire que j'étais prêt à tendre la main et à accepter l'idée d'une forme de solidarité nationale sur ces questions-là, parce qu'elles me semblent essentielles. Simplement, depuis un an, on nous balade, on nous raconte des histoires et jamais, entendez-moi, jamais aucune consultation n'a eu lieu sur la gestion de la crise sanitaire. Ce qui vous fait dire donc que Emmanuel Macron est un libéral autoritaire. Ce qui me fait dire que c'est la voie qu'il a choisie n'est certainement pas la bonne et qu'effectivement, la définition, c'est celle d'un libéral autoritaire. C'est quand même pas un apprenti dictateur. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que la voie qu'il a choisie n'est pas la bonne. Et puisque vous allez sur ce terrain-là, regardez ce qui se fait avec la loi de sécurité globale. Et imaginez que demain, la même loi puisse être utilisée par un gouvernement qui, lui, serait un gouvernement d'extrême droite. Vous pensez donc que Marine Le Pen élue en 2022, qu'est-ce qu'elle fait de cette loi? Qu'est-ce qu'elle fait de cette loi? Oui. Ouais. Qu'est-ce que Donald Trump aurait fait de cette loi? Et alors, votre réponse à votre question? La réponse à la question, c'est qu'il l'aurait utilisé, bien sûr. Pour faire quoi? Qu'il l'aurait utilisé, et qu'il l'aurait utilisé pour réprimer, et qu'il aurait demandé, qu'il aurait exigé des médias qui ne puissent pas diffuser, qui ne puissent pas informer correctement. Et pour moi, c'est la pire des situations. Vous parlez de Trump ou de Le Pen?
Je parle de Trump. En l'occurrence, je disais si Trump l'avait utilisé. Et donc Le Pen. Mais Marine Le Pen, c'est la copie conforme de Donald Trump. C'est la seule en France à le soutenir depuis le début, à ne pas vouloir reconnaître la victoire de Biden, qui a entraîné ensuite cette... on va en parler. Incroyable. On va en parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Je reviens sur ce que vous disiez avant là, sur l'environnement. Ce référendum pour inscrire la cause du climat dans la Constitution. D'abord, est-ce que c'est une bonne idée? Donc, ça vient au Conseil des ministres mercredi prochain. Et est-ce que vous souhaitez que ce référendum ait lieu avant la fin du quinquennat? Et dans ce cas, est-ce que les députés socialistes se voteront pour dans la première étape, dans le cadre de sa présentation à l'Assemblée? Regardez ce que disent les spécialistes du droit de l'environnement. Ils disent que, en réalité, le texte tel qu'il est rédigé actuellement, ça peut bouger, eh bien, il est en réalité en retrait par rapport à la charte de l'environnement qui est déjà dans la Constitution. Donc, est-ce que nous voulons régresser ou est-ce que nous voulons progresser? Moi, je veux progresser. Donc, vous ne voterez pas pour? En l'état actuel de la rédaction, je lis ce que disent notamment les avocats, les juristes qui sont spécialistes de ces questions-là, et ils disent c'est une régression. Moi, je ne veux pas régresser. Premier point. Si ça progressait, bien sûr, nous l'adopterions. Mais pourquoi vouloir en faire un référendum? La réalité, c'est que nous n'avons pas besoin de référendum. Et j'espère que personne au Parlement n'est contre l'idée de protéger notre environnement. C'est soit référendum, soit congrès. Soit congrès. Et donc, plutôt que de perdre le temps d'un référendum alors que nous avons tant de choses à faire, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, je préférais que plutôt que de lancer le débat et de chercher à mettre un grand écran de fumée sur l'absence de politique environnementale ambitieuse depuis 3 ans et demi, eh bien je préférerais effectivement qu'on passe éventuellement par le Congrès et qu'on en finisse là. Et que ça suffirait amplement pour modifier nos institutions. Alors, autre réforme possible. Emmanuel Macron réfléchit à un changement du mode de scrutin pour les législatives passant par l'instauration d'une dose de proportionnelle. Est-ce que vous y êtes favorable, Olivier Faure? Mais est-ce que vous, Frédéric Aziza, vous pensez qu'après ce que je viens de dire, crise sanitaire, crise sociale, crise économique, on utilise les 6 derniers mois de la législature utile, puisque vous savez qu'à partir de septembre, on passe aux questions budgétaires et où on ne peut plus passer de grands textes, de grands projets, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que l'urgence, c'est de changer le mode de scrutin pour accommodement personnel du chef de l'État? Moi, je ne le pense pas. Donc, vous êtes contre ce projet éventuel? Mais je pense que, y compris, vous vous rendez compte que on parle depuis tout à l'heure de démocratie. La démocratie, ça justement, la proportionnelle, ça permet d'avoir plus de démocratie à l'intérieur du pays. Ça, c'est vous qui le dites. Ça dépend comment elle est pratiquée. Le Parti socialiste a toujours dit qu'il était pour. Ça dépend comment c'est pratiqué. Là, pour l'instant, c'est un schéma un peu hybride, puisque vous avez des départements qui seraient élus au suffrage proportionnel, d'autres au scrutin majoritaire. Comme au Sénat. Mais le Sénat, c'est une chambre du second degré. Là, on parle d'une chambre qui est élue par les Français eux-mêmes. Donc, quand on touche, ne serait-ce que... c'est quoi un régime politique? C'est à la fois des institutions et un mode de scrutin. Eh bien, je souhaite que sur ces questions-là, on ne fasse pas de la bidouille à toute vitesse, juste à la veille d'une élection, pour pouvoir essayer de sauver une majorité. Je cherche au contraire à ce que sur ces sujets-là, il y ait un maximum... Là, il faut des règles consensuelles qui conviennent à l'ensemble du monde politique. Pas de bidouille, ça veut dire pas de réforme, hein? Pas de bidouille, ça veut dire qu'une réforme, ça ne s'entreprend pas quelques mois à peine avant l'échéance qu'on vise. Alors, dans l'actualité, vous l'avez signalé il y a quelques instants, Olivier Faure, il y a donc ce qui s'est passé à Washington, devant le Capitole, mercredi dernier, donc avec cet assaut des partisans de Trump encouragés par le président américain. D'abord, qu'est-ce que ça dit de la société américaine et qu'est-ce que ça dit aussi de la démocratie aux États-Unis ou ailleurs? Ces images étaient folles. Quand même, voir des Américains fanatisés par Donald Trump prendre d'assaut le Capitole, qui est l'institution démocratique par excellence, parce que c'est là où siègent les représentants du peuple. Voir cette fracture que Donald Trump n'a cessé d'élargir. Et si c'était encore pour plus de démocratie. Mais non, c'était en fait tout ça au service d'un homme qui manipule l'opinion, parce que le populisme, ce qu'on appelle communément le populisme, c'est quoi? Sinon, la volonté d'instrumentaliser la colère populaire, d'en faire l'outil d'une ambition personnelle au profit d'un homme qui n'a aucun rapport avec le peuple qu'il prétend défendre. C'est un milliardaire qui vous explique qu'il est l'homme le plus
proche du peuple, mais ça devrait sauter aux yeux. Et c'est dramatique de voir à quel point il a réussi à fracturer son propre pays. Question collatérale, est-ce que Twitter est dans son rôle en ayant fermé le compte Twitter donc de Donald Trump? Moi, je vais vous dire ce que je pense de cette histoire. Ouais, c'est que le problème de Twitter, c'est une entreprise privée, mais qui a une situation de quasi-monopole et qui donc est devenue, d'une certaine façon, un espace public. Et donc, que Twitter s'arroge seul le pouvoir de décider des peines qu'on peut infliger à tel ou tel, et éventuellement, y compris de frapper de perpétuité les peines, de condamner à perpétuité. Donc fermeture du compte de manière indéfinie. De manière indéfinie, eh bien, je pense que ça n'est pas souhaitable que ce soit l'entreprise Twitter qui s'en charge elle-même. Le président Trump. Et donc, y compris que ce soit un président, que ce soit vous, moi, qui que ce soit, je pense que c'est la justice qui, dans ces cas-là, doit être saisie. Et c'est à la justice de dire le droit, ça n'est pas à une entreprise privée. Ça veut dire que le risque, c'est de voir les réseaux sociaux contrôler le débat public, d'après ce que vous dites. Oui, c'est de voir après ce qu'on a constaté aux États-Unis. C'est de voir qu'un patron, un homme qui a une entreprise qui a une situation de quasi-monopole puisse aujourd'hui décider seul du droit d'expression de tel ou tel sur la toile. Ça n'est pas possible. Donc ça suppose de passer par la justice et à la justice de proportionner et de dire quelles sont les peines qu'elle inflige. Et par ailleurs, vous voyez bien que ce n'est pas parce que Donald Trump n'a plus de compte, qu'il n'y a plus de compte de ses partisans, qu'il n'y a plus de compte de ses amis, etc. et que de toute façon, il continuera à s'exprimer sur le réseau social Twitter. Donc cette mesure ne fait que renforcer le fanatisme de ceux qui le soutiennent. Et donc, je pense que c'est en fait... à la fois, ça pouvait être intuitif, mais c'est tout à fait contre-productif. Contre-productif, et alors on peut faire le parallèle avec ce qui se passe en France. Est-ce que le Conseil constitutionnel a eu raison de censurer la loi Avia qui visait à lutter contre les contenus haineux sur Internet ? Oui, parce que c'est à peu près le même raisonnement que celui que je tiens. C'est que c'est compliqué de faire peser sur les tuyaux, les opérateurs qui les plateformes qui ne sont pas qui ont effectivement une responsabilité parce qu'ils diffusent des contenus, mais rien ne serait pire que d'avoir en fait des plateformes qui, par excès de précaution, en viennent à censurer le débat public de manière inconsidérée. Et donc, il y a des choses qui tombent évidemment sous le coup de la loi, qui sont évidentes, mais ça ne peut pas relever en fait des seules plateformes. Alors certains font le parallèle, Olivier Faure, entre ce qui s'est passé mercredi au Capitole et l'action des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire ? Est-ce que vous le reprenez à votre compte ? Moi, j'aurais fait un parallèle plus facile avec le 6 février 1934, avec les ligues fascistes montant sur le Parlement et qui, de la Concorde jusqu'à l'Assemblée, cherchaient effectivement à prendre le pouvoir. En l'occurrence, je n'ai pas vu les gilets jaunes que j'ai rencontrés pendant ces dernières années, qui étaient sur les ronds-points et qui étaient en fait des gens modestes qui incarnaient cette classe moyenne, ces classes populaires et qui demandaient simplement à être entendus. Je ne les ai pas vus chercher je ne les ai pas vus saccager le Parlement, qui est le temple de la démocratie. Pourtant, il y a eu quand même des tentatives d'assaut de l'Élysée ou même de l'Assemblée nationale, à l'occasion de telle ou telle manifestation des Gilets jaunes, des tentatives d'assaut lancées par des leaders des Gilets jaunes. On assiste aussi depuis 2017, Olivier Faure, à une recrudescence des discours de haine, de l'omniprésence de la violence dans la rue, et même parfois, mais on peut dire même souvent, au sein du débat politique. Il y a aussi une remise en cause. Et d'ailleurs, c'est pas seulement depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais ça a été aussi le cas lors du précédent quinquennat. Donc, une remise en cause des décisions démocratiques, y compris une délégitimation de l'élection du président de la République ou des députés. Est-ce que tout ça est compatible avec la démocratie et avec les valeurs de la République ? Mais moi, je vous ai parlé, Frédéric Aziza, des gilets jaunes, des ronds-points. Je n'ai pas parlé des black blocs, je ne vous ai pas parlé de ceux qui il y avait certains leaders qui ont été qui ont appelé à prendre d'assaut l'Élysée. Ça s'est vu, ça s'est Oui, mais c'était tout à fait condamnable. Et il y avait vous l'avez condamné, je crois, à l'époque. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais cherché... Enfin, il me semble que nous avons des institutions que nous devons préserver. Elles sont imparfaites. Il faudra les faire évoluer dans le prochain quinquennat si la gauche parvient à accéder au pouvoir. Mais je ne considère pas que ce soit évidemment
jamais je n'appellerai à envahir l'Assemblée, l'Élysée, etc. Non, mais d'où le parallèle que certains font entre ce qui s'est passé au Capitole, devant le Capitole, et l'action ou une partie de l'action des Gilets jaunes. Oui, mais je ne veux pas assimiler les Gilets jaunes, qui étaient très majoritaires en France au début du mouvement et qui ont manifesté sur les ronds-points et qui sont venus dire leur colère devant l'abandon dont ils sont les victimes. Et puis ceux qui ont continué, mois après mois, de moins en moins nombreux, et parfois dans la violence et dans la haine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et alors quand Jean-Luc Mélenchon remet d'abord en cause le résultat de la présidentielle, il dit « je n'ai perdu qu'à 400 000 voix, j'aurais pu gagner », et qui appelle ensuite à l'insurrection. Est-ce qu'il ne met pas quelque part de l'huile sur le feu, Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, Jean-Luc Mélenchon était 4e à l'élection présidentielle, c'est incontestable, hein, voilà, et c'est aussi simple que ça. Et donc, et lui était 4e, je ne sais même plus combien les socialistes étaient. Donc, il faut reconnaître la défaite. Ils étaient très loin. Très loin, malheureusement. Ouais. Et donc, il faut reconnaître la défaite quand elle est là. Est-ce qu'il met de l'huile sur le feu ? Est-ce qu'il a mis de l'huile sur le feu, Jean-Luc Mélenchon ? Ce que je souhaite, c'est que j'ai vu, y compris sur l'invasion du Capitole, ce que Jean-Luc Mélenchon avait pu écrire dans un premier temps. J'avoue que c'était très curieux pour moi de lire. Vous pensez, alors, précisez ce que vous avez lu et votre réaction par rapport à ce que vous avez lu. Il voyait dans l'invasion du Capitole une forme de, je le cite, justice immanente. Comme s'il y avait d'abord une justice immanente et comme si elle pouvait être représentée par des insurgés qui venaient... Par des fous furieux, par des fous furieux, qui venaient avec le drapeau des confédérés. Vous vous rendez compte que c'était en fait des gens fous furieux, des néo-nazis, des suprémacistes, etc., des antisémites, enfin voilà. tout ce que nous devrions tous rejeter avec la plus grande force. Donc effectivement, je trouvais ça curieux. Bon, après il s'est rattrapé, tant mieux. J'espère que les dérapages seront les moins nombreux possibles. Et c'est du populisme, ça, cette stratégie de Mélenchon ? C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a toujours revendiqué son propre populisme. Moi, je ne suis pas un populiste. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, il se définit comme mitterrandiste. Vous étiez vendredi à Jarnac à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de la disparition de François Mitterrand. Est-ce que vous considérez qu'il y a un rapprochement à faire par rapport à Mitterrand entre vous et Jean-Luc Mélenchon ? Et est-ce que vous considérez, vous, Olivier Faure, comme un enfant du mitterrandisme ? Mais il y a beaucoup de questions dans votre question. Ouais. François Mitterrand, son œuvre est connue, elle est publique, et donc si vous voulez ceux qui veulent se rapprocher du président Mitterrand, il suffit qu'ils se mettent en conformité avec ce qu'il a pu porter, et notamment sur la question européenne. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon partage grand-chose de ce que François Mitterrand a porté. Bon, pour le reste, il a été l'un des ministres de François Mitterrand. Il a de Lionel Jospin. Il a pas été Lionel Jospin. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas Mitterrand. Oui, c'est vrai. Et donc, enfin, il a été un compagnon de route. Il a été socialiste pendant longtemps, avant de prendre la tangente. Et donc, voilà, c'est à lui de faire son examen de conscience. Moi, je suis pas là pour donner les bons et les mauvais points, et ni donner les brevets de mitterrandisme. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des choses qui sont évidentes, et que l'évidence, c'est que François Mitterrand était un grand Européen, et il n'aurait certainement pas adhéré aux thèses que défend Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là. Donc ça veut dire que François Hollande est un digne héritier de François Mitterrand. Sur ce point-là, comme sur d'autres, effectivement, il s'est inscrit dans les pas de François Mitterrand. Et alors, vous avez croisé François Hollande à Jarnac. Est-ce que vous avez échangé avec lui ? On s'est salué, comme à chaque fois. Ouais, c'est tout. Il y avait beaucoup de monde, et donc il a salué tout le monde. Et après, il s'est installé, comme chacun d'entre nous, à la place qui nous était assignée. D'accord. Pour attendre le président de la République. Et en tout cas, François Hollande, c'est à ça que je voulais en venir, est très critique sur la stratégie actuelle du Parti socialiste et de votre propre stratégie. Il a donné une interview jeudi à Sud-Ouest, et il déclare « Appeler au rassemblement des familles politiques éparpillées, sans force centrale et sans leader pour incarner l'alternative est une démarche sympathique mais vaine. C'est à vous qu'il s'adresse, François Hollande. » Et il dit « Des candidats, on en trouve toujours, mais sans une dynamique et un projet pour les porter, ce sont des personnalités, pas des prétendants à la victoire. » Est-ce que c'est vrai que vous ne supportez plus ces leçons de politique de François Hollande ? Ça fait des mois et des mois que François Hollande, qui ne contribue pas
jusqu'ici, en tout cas au projet que nous devons porter en 2022, mais qui passe son temps à asséner ses vérités sur la stratégie que devrait porter le Parti socialiste. Mais alors vous dites, moi, je suis pour un grand parti central. Mais s'il n'est plus central aujourd'hui, à qui le doit-on? Alors, moi, je suis devenu premier secrétaire. Je suis devenu premier secrétaire, Frédéric Aziza. Le Parti socialiste était déjà en fait à terre. Je vous rappelle que il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant presque, que je suis devenu premier secrétaire. À l'époque, tous les commentaires de toute la presse, de tous les Français, c'était quand est-ce qu'on met le dernier clou sur le couvercle du cercueil? Et je me félicite du fait que, en 3 ans, nous ayons réussi à retrouver une place dans la vie politique qui n'est pas aussi centrale que je le souhaiterais. Mais enfin, où étaient-ils tous ces gens qui, aujourd'hui, font des leçons de morale? Donc tous ces gens, parmi eux, François Hollande. Ça veut dire, attendez, quand vous parlez du cercueil, ça veut dire celui qui a mis le Parti socialiste dans cet état et qui l'a conduit pratiquement à une mort cérébrale, c'est François Hollande? Ah, il n'est pas le seul. Non, mais là, on parle de François Hollande. Oui, franchement, je sais pas, moi, il me semble qu'au début du quinquennat dernier, précédent, nous étions, en fait, majoritaires à l'Assemblée, au Sénat, dans presque toutes les régions, sauf une, majoritaires dans les départements, dans les grandes villes, enfin, bref, nous détenions beaucoup de leviers de pouvoir. Et alors? Et qu'à la fin du quinquennat, il n'en restait rien. Et c'est donc ça n'est pas de François Hollande. Ce n'est pas... C'est la faute de beaucoup de monde. Ouais. Mais en tout cas, ça n'est pas la faute de la direction actuelle. Et quand aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération faite de maires, de présidents de départements, de régions, qui font tous leurs efforts pour travailler jour après jour, semaine après semaine, eh bien oui, il y a un moment où ça suffit. Il faut laisser travailler cette génération, la laisser faire ses preuves, la laisser prendre ses marques et faire en sorte que, et justement, ils puissent montrer ce qu'est le Parti socialiste aujourd'hui. Parce que la question, ça n'est pas la question d'Olivier Faure, ça n'est pas la question même, y compris de ceux que je viens d'évoquer. La question, c'est celle des Françaises et des Français. Et nous avons besoin aujourd'hui d'une alternative au duo Macron-Le Pen. Ça suppose pour cela, eh bien, que nous nous relevions les uns avec les autres. Et l'évidence, c'est que aujourd'hui, si nous n'arrivons pas le plus rassemblés possible à l'élection présidentielle, alors nous sommes condamnés à un 2e tour Macron-Le Pen. C'est une évidence. Même un enfant de CM2, eh bien, saurait vous l'expliquer aussi bien que moi. Ça veut dire que François Hollande, selon vous, tire contre vous et contre son camp? Ça veut dire que quiconque a exercé des responsabilités, quiconque connaît, y compris les équations qui sont celles de la prochaine élection présidentielle, devrait s'abstenir de tirer en permanence contre son propre camp. Ça n'est pas comme ça qu'on avance. Et ce n'est pas sur le chaos que peut naître une candidature. Et François Hollande met en place un chaos? Favorise ce chaos? Je dis que quiconque souhaite que la gauche et les écologistes demain puissent à nouveau gouverner, devrait aider ce bloc social et écologique à avancer, plutôt que d'en permanence chercher à le critiquer et à l'affaiblir. Ça veut dire que François Hollande a tort de penser qu'il peut jouer un rôle central dans son propre camp? Je n'ai pas... Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est la question que je vous pose. Mais moi, je suis pas là pour dire... ce que François Hollande... à sa place, il est ancien président de la République, il a une expérience qu'il peut faire valoir, il peut aussi témoigner des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice du pouvoir, il peut être celui qui, par justement les compétences qu'il a développées pendant qu'il était président, eh bien, aider la gauche à se reconstruire, mais pas en permanence chercher à l'affaiblir, ce qui me paraît totalement contre-productif. Pas en permanence chercher à l'affaiblir. Alors vous étiez à la tête de la délégation du PS à Jarnac, avec notamment dans cette délégation Ségolène Royal. Ségolène Royal, on ne comprend pas très bien ces derniers mois son discours, ses prises de position et sa stratégie. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent on a l'impression que Ségolène Royal, elle a vrillé? Moi, je ne sais pas ce que vous... Elle a vrillé ou pas, Ségolène Royal? Moi, ce que je vois, c'est que Ségolène Royal, comme d'autres socialistes ou ex-socialistes, puisqu'elle n'est plus au Parti socialiste, eh bien, ont annoncé qu'ils voulaient, en fait, éventuellement être candidats à l'élection présidentielle. Ils sont nombreux à prétendre à ce rôle. Moi, je n'y vois aucun problème. Non, mais la question, c'est est-ce qu'elle a vrillé? Ce que je dis, c'est que à un moment, il faudra quand même que le choix, il soit un choix
collectif. Et que chacun ait des ambitions, très bien. Mais à la fin, il en faudra un seul ou une seule. Et ce que j'entends de Ségolène Royal, c'est qu'elle dit « Je suis, pourquoi pas, candidate, mais je me rangerai derrière le ou la meilleure d'entre nous. » Pour moi, c'est un discours qui me convient. Et vous ne trouvez pas qu'elle fait des fois des déclarations un peu bizarres? Il y en a un certain nombre qui font des déclarations un peu bizarres parfois. Il y en a beaucoup chez vous? Ça peut arriver qu'il y ait des déclarations bizarres, mais moi, je veux pas faire passer mon émission à commenter les uns et les autres. Une minute, c'est tout. Oui, mais non. Et alors, Anne Hidalgo candidate, certains la poussent, notamment Valérie Rabault, Patrick Caner. Ça peut être une bonne candidate, ça devrait être la candidate? J'ai déjà dit que je ne savais pas si elle serait candidate, mais ce serait une excellente présidente. Excellente présidente. Et alors, vous dites plus maintenant, pourquoi pas un écologiste, notamment, en l'occurrence, Yannick Jadot, candidat de la gauche à la présidentielle. Mais je n'ai jamais dit cela. Et je dis encore aujourd'hui la même chose. Je dis le ou la meilleure d'entre nous. Qu'est-ce qu'on cherche derrière dans cette élection? Est-ce qu'on vise simplement une question de leadership politique pour les uns ou pour les autres, ou est-ce qu'on vise l'intérêt général? Est-ce qu'on vise ce qui permettrait à ce pays de se retrouver? Moi, c'est ça que je cherche. Je cherche pas. Enfin, je crois que la politique, elle doit se rénover pour pouvoir à nouveau être entendue par les Françaises et les Français. Ils n'en peuvent plus de ces gens qui sont dans le tout à l'ego. Parce que ça n'est pas supportable. Tout simplement, il y en a ras-le-bol de voir des gens qui ne pensent qu'à leurs pommes, alors que l'évidence, c'est que nous allons devant de grandes souffrances et qu'il va falloir y répondre. Et pour vous, d'ailleurs, vous avez pensé un jour être candidat à l'Élysée ou pas? J'ai toujours dit le ou la meilleure d'entre nous. Si j'étais aujourd'hui celui qui nous emmène vers une évidence, vers une victoire évidente, je ne me déroberais pas mes responsabilités. Je ne suis pas celui-là. Donc je considère qu'il faut aller chercher celui ou celle qui sera le ou la meilleure d'entre nous. Alors pour conclure, Olivier Faure, je voudrais qu'on aborde le cas Ouria Boutelja, cette femme qui a fondé le Parti des indigènes de la République, qui a multiplié les déclarations, les écrits et les prises de position anti-républicains, racistes, antisémites ou homophobes, et pourtant toujours salariée de l'Institut du monde arabe, qui est subventionné par le Quai d'Orsay. Elle a ainsi participé à la campagne antisémite sous couvert d'antisionisme contre Miss Provence April Benayoum. Après le massacre antisémite de l'école Ozara à Toulouse, c'était en 2012, elle avait déclaré « Mohamed Merah, c'est moi et moi, je suis lui ». Et puis on peut aussi lire dans l'un de ses livres, Les Blancs, les Juifs et nous, publié en 2016, toujours vendu à la boutique de l'Institut du monde arabe. Les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe, ou celle-ci, comme chacun sait, la Talouse n'est pas tout à fait un homme, ainsi l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Alors une question, Olivier Faure, est-ce que ces prises de position et la présence au sein de l'Institut du monde arabe d'Ouria Boutelja ne déshonorent pas cet institut et éventuellement son président Jacques Lang? Bon, il y a deux choses différentes. Ouais. D'abord, une condamnation totale de ces propos qui sont à l'opposé même de ce que un républicain peut défendre. Et ces nouvelles saillies sur April Benayoun, qui serait coupable d'avoir un père israélien, je ne sais plus quelle est la citation exacte, mais en gros qui essentialise tous les Israéliens. Et que dirait-elle si on le faisait de la même façon pour un musulman? Enfin, tout ça n'a aucun sens. Donc, Institut du monde arabe. Sa présence du monde arabe. Ensuite, il y a une question qui est une question. Et puis déclaration aussi homophobe, raciste. Ce que vous dites sur la bibliothèque, moi je ne savais pas, vous me l'apprenez, que on vend son livre dans les rayons de l'Institut du monde arabe. Ça devrait être retiré tout de suite parce que ce livre ne peut pas être considéré comme un livre qui rentre dans ce que défend l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire la vie ensemble et une passerelle entre ce que nous sommes et ce qu'est le monde arabe. Ensuite, sur la question de la présence de cette dame parmi les cadres salariés de l'Institut, ça relève de la justice. Et le délit d'opinion n'existe pas comme cause de licenciement. Et donc là, attention à ne pas tout mélanger. Et on l'a dit à l'instant sur l'affaire Trump, attention à ne pas donner le sentiment non plus que désormais il y aurait une forme de censure qui pourrait s'exprimer en dehors du cadre de la justice. Merci en tout cas Olivier Faure d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur RFI et à dimanche prochain. Merci.